Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour à tous. Le Covid Safe Ticket d'application région bruxelloise à partir du mois d'octobre. Le gouvernement régional devrait dire dans les minutes qui viennent quels seront les secteurs concernés et comment on appliquera ce pass sanitaire. On passera en revue les hypothèses les plus probables avec Vanessa Lhuillier dans un instant. Ce Covid Safe Ticket pourrait s'imposer notamment aux maisons de repos. Ceux qui rendent visite à leurs parents ou grands-parents seraient donc amenés à présenter leur pass. On appellera Vincent Frédéric, le secrétaire général de Femarbel, importante fédération de maisons de repos du secteur privé, pour voir ce qu'il en pense. On aura également l'avis de Khalid Zian, le président du CPAS de la ville de Bruxelles. Les CPAS gèrent aussi des maisons de repos. On parlera également avec lui de la vaccination sans rendez-vous mise en place par le CPAS rue Haute, ainsi que des conséquences sociales que la crise sanitaire a toujours. C'est aujourd'hui le coup d'envoi de la semaine de la mobilité. Comment favoriser l'intermodalité? Mot savant pour dire qu'on enchaîne un mode de transport avec un autre. On en parlera avec Françoise Ledune de la STIB, Jérôme Blanchois de Vilo et Vincent Carton qui est urbaniste spécialisé dans les questions de mobilité. Nous avons rendez-vous avec eux après le journal de la mi-journée. On parlera également de mobilité et plus précisément de marche à pied avec l'invité de Vanessa Lhuillier, c'est Florence Lepoudre de Walk Bruxelles qui répondra à ces questions à partir de 13h05. On parlera également de l'iPhone 13 avec Yolène de Kerkhove et puis dans la page culture de la dernière nuit du monde. Imaginez une pilule qui permettrait de réduire notre temps de sommeil, invention révolutionnaire qui permettrait de s'amuser plus peut-être, de produire plus aussi avec une société qui tournerait 24 heures sur 24, un cauchemar qui se double d'une enquête policière après la disparition sans explication de la femme qu'on aime. C'est ce qui est dans ce spectacle dont on parlera avec Fabrice Murgia qui signe la mise en scène et qui incarne le personnage principal, Dernière nuit du monde, à voir cette semaine au Théâtre National. Et puis on vous recommandera le film Myrano 80, documentaire bientôt à l'affiche qui vous replongera dans les années dansantes de cette boîte de nuit Chaussée de Louvain. C'est toujours plus d'actu, l'info sauce bruxelloise, tous les jours à midi. Et nous sommes le jeudi 16 septembre. BX1 +, les titres du 12-30. Et voici déjà un avant-goût du journal qui vous attend tout à l'heure avec Muriel Berck. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Nous serons en direct à 12h30 de l'Athénée Royal de Koekelberg, section néerlandophone, où l'on vaccine aujourd'hui les élèves volontaires. C'est la première école de Bruxelles. Côté francophone, il n'y a pas encore de date prévue pour commencer à vacciner dans les classes. Et puis vous l'avez dit Fabrice, la semaine de la mobilité sera orientée piéton cette année. La région bruxelloise veut encourager ses habitants à se déplacer en marchant pour les petits trajets. Mais pour cela, la région peut mieux faire. Il reste beaucoup de points noirs, des carrefours ou des avenues où les piétons sont les oubliés des aménagements. Vous entendrez quelques commentaires de passants à la rue de la Loi. Et puis on parlera de patrimoine préservé avec le bâtiment Mebaume, définitivement sauvé de la destruction. Cet immeuble qui date du 19e siècle est situé à l'angle de la rue des Sables et de la rue du Marais. On le doit au même architecte qui a dessiné le musée des instruments de musique, Paul Saint-Honois. Le Mebaume accueillera notamment des logements étudiants et des bureaux alors que la KU Leuven déplace son futur campus dans le bâtiment Pacheco. Merci beaucoup Muriel Berck qu'on retrouve donc à 12h30. BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Qu'il est long, difficile, tortueux parfois, ce combat qui nous oppose au coronavirus baptisé Covid-19. Si long, si compliqué, si impactant pour nos vies quotidiennes, qu'on en oublie parfois les priorités pour se perdre dans les détails. Ce jeudi, et c'est bien normal, nous avons très probablement tous l'attention entièrement tournée vers le Covid Safe Ticket. Comment la région bruxelloise compte-t-elle l'implémenter? Quels seront les secteurs concernés, les inconvénients, mais aussi les avantages que chaque citoyen ou chaque citoyenne pourrait en retirer? Cette information, elle est évidemment extrêmement importante et elle a la particularité de concerner tout le monde ou presque tout le monde. Mais elle ne doit pas faire oublier que la Covid-19 ne touche pas tout le monde de la même façon. Et que s'il est important que tout le monde soit mobilisé pour se protéger et protéger les autres en empêchant le virus de circuler, ça nous implique tous, il ne faut pas oublier d'appliquer une couche de protection supplémentaire pour les groupes plus vulnérables. On le sait, le virus est plus meurtrier avec les personnes âgées, les personnes en surpoids, les patients aux faibles défenses immunitaires. Et puisqu'on sait que ce virus continue malgré tout de circuler, que la vaccination protège fortement, mais pas à 100%, que le variant Delta a contrarié les prévisions scientifiques, cette protection puissance 2
qu'on doit aux plus fragiles ne doit pas être négligé. C'est comme une forme de blindage. Il y a une première couche de manière générale pour tout le monde et que tout le monde doit appliquer, et une seconde couche spécifique pour les personnes à risque. Alors notre Covid Safety Kit, il devrait pouvoir servir dans les deux cas. Pour monsieur et madame tout le monde, vous et moi, dans les restaurants, les théâtres, les salles de sport, il va permettre de limiter la propagation de manière générale. C'est la première couche. Et dans les maisons de repos, si on l'exige à l'avenir des visiteurs, voire même du personnel, il apportera une protection supplémentaire spécifique à ce groupe vulnérable. C'est la deuxième couche du blindage. Ce matin, Frank Van Den Broek, ministre fédéral de la Santé, défendait donc le principe du Covid Safety Kit et citait précisément cet exemple des maisons de repos comme étant une mesure qui pourrait s'appliquer à Bruxelles, mais aussi à la Flandre et à la Wallonie. Parce que la protection des résidents en maison de repos nécessite toujours des mesures particulières, même dans des zones où la circulation du virus est de plus basse intensité, et même dans une région comme la Flandre, où le taux de vaccination est particulièrement élevé. Alors oui, c'est une contrainte. On demandera effectivement dans ce cas-là aux enfants, aux petits-enfants, aux amis, aux cousins qui viennent voir parrain, marraine ou mamie, de prouver qu'ils ne sont pas contagieux avant d'entrer dans l'établissement. Frank Van Den Broek a d'ailleurs énoncé 2 autres mesures pour protéger ces résidents des maisons de repos. La première, ce serait leur permettre d'avoir une 3e dose de vaccin, comme pour les personnes immunodéprimées. La question est à l'étude au Conseil supérieur de la santé. Et la seconde, ce serait d'obliger le personnel des établissements à être vacciné. Il faut accélérer sur cette question, a dit Frank Van Den Broek ce matin. Cette obligation vaccinale dans les hôpitaux, dans les maisons de repos et de soins, d'autres pays l'ont déjà activée. Olivier Véran, ministre de la Santé du gouvernement français, nos voisins, a ainsi indiqué ce matin aussi que 3000 professionnels de la santé en France venaient d'être suspendus parce qu'ils n'avaient pas été en ordre de vaccin. Alors on pourra juger que c'est attentatoire aux libertés, bien sûr. Mais on peut aussi considérer que notre liberté s'arrête là où commence, non pas la liberté des autres, mais la santé des autres, et en particulier celle des plus âgés d'entre nous. Toujours plus d'actu sur BX1+. Le gouvernement bruxellois est donc en réunion ce midi pour confirmer l'extension du Covid Safety Kit, ce fameux pass sanitaire qu'on devrait devoir présenter dans de nombreux endroits à partir du mois prochain. C'est très précisément le collège de la commission communautaire commune qui doit prendre la décision, puisqu'on est dans une matière bicommunautaire. Un collège dont sont membres de droit, par exemple Rudy Vervoort, Alain Marron ou Elke van den Brand, entre autres. Les décisions devraient tomber et être confirmées dans les minutes ou dans les heures qui viennent, on verra. En tout cas, elles sont très attendues. Vanessa Lullier, bonjour. Elles sont très attendues parce qu'elles pourraient bien impacter notre vie de tous les jours. Oui, effectivement, à partir du 1er octobre, le Covid Safety Kit, CST, Corona Pass ou Pass sanitaire, vous l'appelez comme vous voulez, devrait être demandé à l'entrée de votre salle de sport, restaurant, café, salle de cinéma ou encore de spectacle dès 50 personnes. Alors, petite nouveauté, les événements privés comme les mariages de plus de 50 personnes sont aussi concernés pour la mesure. Cela concerne les personnes de plus de 16 ans. Alors par contre, les lieux de culte ne seront pas concernés puisqu'ils n'ont pas été repris dans l'accord de coopération entre le fédéral et les entités fédérées. Le CST sera valable pour une durée de 3 mois. C'est en tout cas ce qui a été présenté hier aux 19 bourgmestres bruxellois lors d'un CORES par le ministre-président Rudy Vervoort et le ministre de la Santé Alain Marron. Alors pour Christos Doulkeridis, le bourgmestre écolo d'Ixelles, l'instauration du Covid Safety Kit devenait obligatoire, même si ce n'est pas la solution qu'il aurait préférée. On fait face aussi à une pression, on le voit bien, de la part du fédéral et des 2 autres régions qui nous disent « Ah ben voilà, on pointe Bruxelles comme étant le mauvais élève », ce que je trouve assez choquant, d'autant que le fédéral n'a pas, lui, assumé finalement de se dire, puisque le vaccin semble être la solution pour pouvoir justement mettre de côté ce virus Covid, eh bien, qu'il instaure l'obligation vaccinale pour tout le monde. Alors, l'obligation vaccinale n'est pas sur la table et n'est même pas envisagée par le ministre fédéral de la Santé, Frank Van Den Broek. Donc, Bruxelles avance comme elle peut sur son Covid Safety Kit, même si les taux de vaccination sont très différents selon les communes. D'ailleurs, Boris Diliès, le bourgmestre libéral d'Uccle, l'accepte un peu à contre-cœur, mais reconnaît que c'est peut-être le dernier moyen de convaincre les Bruxellois à se faire vacciner. Il faut avancer par rapport aux communes qui ont un taux de vaccination très très bas.
Et le Covid Safety Kit, moi je l'ai dit d'emblée, j'ai pas de tabou là-dessus, parce que moi, pas plus qu'un autre, j'ai la solution miracle pour me permettre de dire dans les autres communes, il faut faire ça, ça, ça et ça. Ici, ce qui est en problématique, c'est que ce sont les communes où le taux de vaccination est bon, qui effectivement payent les conséquences par rapport aux communes où le taux de vaccination est très mauvais. Mais il n'y a pas, ici, moi je souhaite pas polémiquer pour polémiquer, je n'ai pas non plus de meilleure solution actuellement que celle du Covid Safety Kit. Dans 3 mois, il faudra faire une évaluation de la mesure pour voir si l'effet incitant a bien eu lieu ou non. Après, reste à voir encore les modalités d'application concrètes. Les établissements devraient pouvoir demander la carte d'identité, mais est-ce que le CST sera d'application en terrasse ? La question, en tout cas, n'est pas tranchée. Et puis, un restaurateur devra le demander à ses clients, mais pas à son personnel. Alors, cette mesure choque le bourgmestre de Saint-Josse, Émir Kir. Dans le projet qui nous a été présenté, les restaurateurs ou organisateurs d'événements privés, publics, les clubs de sport, vont réclamer le Covid Safety Ticket, mais eux pourraient ne pas être vaccinés. Voilà, je trouve que c'est un peu particulier. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui demandent que les choses soient les mêmes, on connaît les mêmes règles pour tout le monde. Si quelqu'un veut organiser un mariage, s'il demande le Covid Safety Ticket, il doit lui-même l'avoir. Si on le demande au restaurant, il doit lui-même l'avoir. Ajoutez encore à cela la question du contrôle. Les bourgmestres se disent prêts à envoyer la police ou leurs agents de quartier pour vérifier qu'on demande bien le Covid Safety Kit, mais ils pointent tout de même la fatigue des agents qui, depuis plus d'1 an et demi, doivent agir sur toutes les mesures Covid. Alors vous l'aurez compris, il reste encore beaucoup d'éléments à décider. Il faudra donc faire très vite pour le gouvernement bruxellois, les parlementaires, le Conseil d'État et les acteurs de terrain pour que tout soit prêt pour le 1er octobre. Merci beaucoup Vanessa Lullier. On rappelle que tout ce qu'on vient de vous dire, ce ne sont pas encore des informations officielles. La communication officielle du gouvernement bruxellois, on l'attend encore pour être vraiment sûr et certain que tout ce qu'on vient de vous annoncer est réellement ce qui va se produire. Mais on pense qu'on a quand même assez bien travaillé pour vous dire des choses qui s'approchent de la vérité. On y revient évidemment dans les prochains rendez-vous d'information de BX1, notamment dans le journal de 18h ce soir. Et Vanessa Lullier revient tout à l'heure aux alentours de 13h05 pour vous parler mobilité. BX1+. Toujours plus d'actu. Et pour l'instant, on va faire un petit focus, un petit zoom sur la situation dans les maisons de repos et justement avec ce Covid Safety Kit qui pourrait s'appliquer aux visiteurs des maisons de repos. C'est en tout cas un souhait qui a été formulé ce matin par le ministre fédéral de la Santé, Frank van den Broek, et qui a même précisé que pour lui, ça devrait s'appliquer non seulement en région bruxelloise, mais aussi en Wallonie et en Flandre. On est en ligne avec Vincent Frédéric, qui est le secrétaire général de Femarbel. Femarbel, c'est une des importantes fédération de maisons de repos du secteur privé. Bonjour Vincent Frédéric, merci d'être avec nous. Le Covid Safety Kit exigé pour tout visiteur dans les maisons de repos, ça correspondrait à vos désirs ? Ça correspond évidemment à nos désirs et on est en état de quasi-certitude de son introduction à Bruxelles en tout cas. Maintenant, pour nous, c'est évidemment un package global avec l'indispensable vaccination obligatoire du personnel. C'est clair que on n'est pas en état légal de demander le Covid Safety Kit au personnel, mais on le sera pour les visiteurs. Il est impératif que cette vaccination obligatoire du personnel intervienne au plus vite. Oui, ça veut dire qu'il y a deux choses là dont on parle. Restons un instant, on parlera du personnel dans un instant, mais restons un instant sur le Covid Safety Kit. Ça veut dire que si je connais une personne âgée en maison de repos, à partir du début octobre, si je vais la visiter, je vais devoir présenter un Covid Safety Kit. Ça veut dire que le personnel va le vérifier, première question. Et deuxième question, est-ce que ça risque pas quand même d'isoler certaines personnes âgées qui n'auront plus la visite de leurs enfants ou petits-enfants parce qu'ils ne seront pas vaccinés, par exemple ? Deux choses. La première, c'est que si les principes sont pour ainsi dire acquis, donc on est à 99,99%, on est en train de réfléchir à la mise en place effective opérationnelle du Covid Safety Kit. Ça, c'est une chose, donc avec les logiciels, le programme, etc. Mais on est surtout en train de réfléchir de manière à ce qu'avec la rigueur requise, on puisse tenir compte aussi du facteur humain. Et ça, ce sont des discussions qui sont en cours, évidemment, avec le cabinet du ministre Marron et qui vont être mises au point dans les jours qui viennent. Ça veut dire qu'on veillera à ne pas isoler des personnes âgées. C'est ça que je dois comprendre.
On veillera dans toute la mesure du possible à ne pas isoler les personnes âgées. Mais j'ai par exemple concrètement averti mes établissements hier qu'il y avait une introduction probable et qu'ils devaient déjà sensibiliser les familles à la question. Alors, l'autre aspect sur lequel vous êtes déjà exprimé, Vincent Frédéric, mais ce n'est pas une expression nouvelle de votre part, puisqu'on a eu souvent l'occasion d'en parler avec vous dans cette émission, c'est votre demande récurrente, répétée, obstinée, je dirais, de pouvoir procéder à la vaccination de vos personnels. Je sais que les CPS maintenant ont la même position. Le ministre Van den Broek a dit ce matin qu'il allait accélérer sur ce dossier. Est-ce que vous croyez dans l'accélération? Est-ce qu'elle n'est pas un peu tardive? Je trouve personnellement qu'on a perdu du temps, mais bon, soit. Maintenant, il faut que les choses avancent. L'avis du Conseil national du travail va bientôt être remis. Il faut que le cadre légal soit disponible pour moi au plus tard pour la fin de l'année, avec une réflexion sérieuse sur la période transitoire pour que le personnel puisse se vacciner. Mais c'est très urgent. Ce qu'on a constaté, c'est que l'épidémie est bien sous contrôle. Le vaccin est efficace pour protéger les résidents, mais les tracings démontrent que quand le Covid revient, en règle générale, c'est par le truchement d'un membre de personnel non vacciné. Ouais, l'enjeu, c'est de ne pas reproduire la situation de la première vague où on avait un petit peu fermé les maisons de repos un petit peu comme des bunkers, mais le virus rentrait par le personnel, c'est ça ? On ne veut surtout pas revivre ça et sans jouer à l'alarmiste, dans la situation qu'on a connue et qu'on n'a pas envie de revivre, perdre du temps, c'est risquer de perdre des vies. Ouais, avant de passer à la vaccination obligatoire, est-ce que vous avez déjà une idée de qui est vacciné, qui n'est pas vacciné dans le personnel des maisons de repos ? Est-ce que c'est possible d'avoir ces informations déjà aujourd'hui ou pas ? Officiellement, non, puisque l'état de vaccination est soumis au secret médical, mais comme il y a une campagne de vaccination dans les maisons organisée en même temps pour le personnel et les résidents, on en a une certaine idée, plus précise en Flandre qu'à Bruxelles, en Wallonie, mais à Bruxelles, on est dans un taux de vaccination du personnel qui, plus que vraisemblablement, n'atteint pas le taux d'immunité collective requis. Oui, ça veut dire en dessous des 70%. Est-ce que la première étape, ce serait pas déjà est-ce que la première étape, ce serait pas déjà de savoir réellement qui est vacciné, qui ne l'est pas, et de vous donner les outils légaux pour le faire ? La première étape serait celle-là. La Flandre a pris l'initiative de déterminer les pourcentages de vaccination dans les établissements, mais en l'état actuel de la situation, tout ce que ça risque de faire, c'est générer une pression maximale sur les membres de personnel non vaccinés. La solution structurelle, c'est la vaccination obligatoire, puisqu'on ne peut pas opérer de discrimination entre personnel vacciné et non vacciné. Voilà, c'est très clair et c'est une position constante, en tout cas de la part de FEMARBEL, donc Fédération des maisons de repos. C'est une bonne chose. Eh ben, on va continuer à en reparler. Merci beaucoup Vincent Frédéric de nous avoir accordé quelques minutes. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général donc, de cette importante fédération de maisons de repos du secteur privé. BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité ce midi, c'est Khalid Zian, qui est le président du CPAS de la ville de Bruxelles. Bonjour Khalid Zian, merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Grosfilet. On va rester un instant sur cette actualité du jour, qui est donc la probable décision d'étendre l'usage du Covid Safety Ticket en région bruxelloise. Ça vous semble, de votre point de vue de président de CPAS, quelque chose d'utile et de nécessaire ? Oui, et pour une fois, pas pour une fois, mais en tout cas en la circonstance, puisque j'ai eu l'occasion d'entendre l'interview que vous avez eue avec le représentant de FEMARBEL, on est entièrement d'accord sur cette position quant à l'obligation vaccinale des personnels, je dis bien des personnels, de l'entièreté des personnels, des maisons de repos et sur l'instauration également du Covid Safety Ticket. C'est une position que la Fédération des CPS bruxellois a pris la semaine dernière. Bien entendu, c'est une position de principe. Il y a encore toute une série de questions qui se posent quant à sa mise en œuvre, le cadre légal qui doit être appliqué et surtout qui doit être créé, parce que pour le moment, nous sommes encore dans un vide juridique relativement important, notamment concernant toutes les relations contractuelles. Un personnel qui serait récalcitrant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on peut le suspendre ? Qu'est-ce qui se passe avec le salaire ? Est-ce qu'il faut le licencier, etc. Donc là, effectivement, comme l'a rappelé M. Frédéric, il y a un avis qui a été demandé au Conseil national du
du travail. Nous sommes en attente de cet avis. Nous sommes en attente vis-à-vis des autorités régionales sur la fixation du cadre légal et bien entendu également des autorités fédérales. Et pendant qu'on parle, on annonce qu'il y a bien un accord au gouvernement bruxellois, enfin au collège de la commission communautaire commune, et donc on aura déjà des premiers détails, j'imagine, dans le journal de 12h30 tout à l'heure. Je peux déjà vous dire que on ne demandera pas le Covid Safe Ticket en terrasse. On revient aux maisons de repos. Donc il y a l'obligation vaccinale qui est souhaitée donc par les CPAS, par le secteur privé. Il y a le Covid Safe Ticket pour les visiteurs. Vous seriez favorable aussi? C'est facile à mettre en œuvre, ça? Oui, facile à mettre en œuvre, non. Donc on est toujours, comme je l'ai dit, sur des positions de principe. Nous pensons qu'il faut être cohérent. Si nous imposons l'obligation vaccinale des personnels travaillant en maison de repos, nous demandons également contrôler ce qui rentre dans les maisons de repos. Donc ça veut dire que ça vise également tous les intervenants extérieurs, kinés, ergothérapeutes, coiffeurs, animateurs socioculturels, peu importe, tous les intervenants extérieurs à la maison de repos doivent être sur un pied d'égalité. Le but, notre mission en tant que CPS, c'est protéger. Protéger, nos résidents, protéger nos travailleurs. Je pense qu'on n'a pas assez tiré les leçons des 3 premières vagues. Ouais. Il y a un principe de précaution important, un principe de précaution incontournable. Nous ne pouvons pas attendre d'être face à un pic pour prendre les mesures. Voilà. Et je confirme que le gouvernement bruxellois a bien approuvé ce matin l'usage du Covid Safe Ticket pour les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables. C'est comme ça que c'est formulé dans le communiqué de presse qu'on vient de recevoir. Alors, il y a cette problématique des maisons de repos gérées par les CPS ou par les secteurs privés. Il y a aussi la problématique de la vaccination, parce qu'on sait que la vaccination, on a un taux de vaccination à Bruxelles qui est nettement inférieur à celui des 2 autres régions. Et on a aussi beaucoup dit que les personnes les plus vulnérables ou les plus défavorisées étaient aussi un des groupes qui avait du mal à se faire vacciner. Vous avez lancé, il y a déjà une dizaine de jours, une opération de vaccination sans rendez-vous au CPS de la ville de Bruxelles. C'était dans les locaux du CPS rue Haute. Ça a bien marché, il faut la prolonger. Pourquoi est-ce que vous l'avez lancée? Alors j'ai une excellente nouvelle, puisque vous me demandez s'il faut la prolonger. Nous venons de recevoir l'accord de la COCOM ce matin même, donc accord pour prolonger de 15 jours. Donc le centre reste ouvert. Le centre de la rue Haute reste ouvert jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc c'était prévu jusqu'à demain, c'est donc prolongé jusqu'à la fin du mois de septembre. Ouais. Parce qu'on est encouragé justement, précisément par les chiffres de la vaccination. Les publics étaient visés au départ, donc c'est tous les publics usagers du CPS qui sont bénéficiaires d'une aide quelconque, du CPS, qui sont connus du CPS. Donc on a fait une campagne d'information en leur direction, en direction du personnel du CPS bien entendu, et puis en direction de tous les citoyens. Ouais, c'est important de préciser que c'est sans rendez-vous. C'est-à-dire que je me dirige ce midi au CPS rue Haute, on peut me vacciner. Et c'est des vaccins, une dose, c'est Johnson & Johnson. Vous passez devant le centre de vaccination qui se trouve au rez-de-chaussée, qui a des grandes vitrines. Vous regardez cette vitrine, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, et puis vous voyez que c'est un centre de vaccination, vous n'êtes pas vacciné. Vous êtes convaincu qu'il faut le faire, vous rentrez et vous êtes directement, vous recevez une dose. C'est le CPS de la ville de Bruxelles. On me demande si j'habite sur le territoire de la ville de Bruxelles ou on ne demande pas ça. On ne demande absolument rien, on veut juste l'identité de la personne. Pour celles qui ont des papiers et pour celles qui n'ont pas de papiers, elles sont les bienvenues. Je peux même vous donner le chiffre de 75% des personnes qui se sont fait vacciner dans le centre rue Haute sont des sans-papiers. Ouais. Donc, on pense qu'on a atteint notre cible. Ouais, vous savez combien vous avez vacciné de personnes en 15 jours déjà? Alors, on est plus ou moins à 200. 200 personnes qui ont été vaccinées. On est plus ou moins à 200, ce qui est vraiment encourageant, puisque l'ensemble des autorités est vraiment consciente qu'on est arrivé à un plafond. Voilà. Et donc, poursuite de cette campagne de vaccination, donc sans rendez-vous au CPS de la rue Haute, au cœur de Bruxelles. Nous envisageons également avec la COCOM d'ouvrir 2 autres centres décentralisés, un sur Laken et un sur Année de Roverumbeek. Mais il faut le temps de l'installer. Probablement, j'espère qu'on pourra le faire dans les jours ou la semaine qui vient. Dans les semaines qui viennent. Ouais. Alors ça, c'est l'aspect sanitaire de la crise de la Covid-19. Il y a un aspect social aussi, parce que il y a un certain nombre d'activités qui ont été mises entre parenthèses. Il y a un certain nombre de gens qui travaillaient, par exemple, dans le secteur de la restauration, qui ont perdu leur emploi. Il y a un certain nombre de gens aussi qui ont perdu des revenus. Et
beaucoup de gens qui doivent également faire face à une augmentation de leurs dépenses, par exemple pour l'énergie, ou par exemple parce que y a des biens de première nécessité dont le prix a augmenté. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Et est-ce que le problème est aujourd'hui alarmant? Il est alarmant, mais il sera encore plus alarmant demain. Ce qu'il faut savoir, qu'on est face à une situation où il existe un effet retard. Ce n'est pas parce qu'on pourrait envisager déjà maintenant une sortie de crise de la pandémie que la crise sociale sera achevée. Au contraire, nous pensons que la crise sociale continuera encore pendant un certain temps. Je vous interromps un instant. Si y a une réunion du gouvernement fédéral demain, si demain le gouvernement fédéral décide par exemple de mettre un terme au chômage corona ou au droit passerelle pour les indépendants, ce sera encore pire? Ce serait une catastrophe. Et surtout, s'il ne maintient pas, s'il ne pérennise pas toutes les aides qui ont été octroyées durant cette période. Ouais. Il faut dire quand même que l'État fédéral a engagé des moyens en direction des CPS. Je pense qu'il faut le souligner. C'est très important. Vous avez parlé également de l'augmentation des prix de l'énergie. Il y a une décision qui a été Il y a une décision qui a été prise en février dernier sur l'élargissement de l'assiette des bénéficiaires pour accéder au tarif social qui est le tarif énergie le plus bas. Il faudrait que ce soit pérennisé. Ça, c'est indispensable. Sinon, les CPS ne pourront pas faire face à leur mission de base, c'est la mission légale. Si ce n'est pas pérennisé, ça veut dire qu'automatiquement, ce sera reporté sur les finances locales. Les finances locales, vous savez que les CPS reçoivent des subventions du fédéral pour assumer une partie de nos missions, mais sans dotation communale. C'est les communes, c'est le budget communal qui complète les budgets du CPS. Sans l'intervention de l'État fédéral, je peux déjà vous indiquer les estimations, c'est un déficit entre 15 et 17% qui pèsera sur les budgets communaux, ce qui est énorme. Ouais, et ça, c'est pour la ville de Bruxelles, où on sait que... Non, globalement. C'est vraiment une estimation à la grande louche pour le moment, parce que nous n'avons pas encore toutes les données concernant l'ensemble des CPS. Effectivement, la présence des maisons de repos, les CPS qui gèrent des maisons de repos auront un déficit probablement beaucoup plus élevé, ce qui est le cas de la ville de Bruxelles, parce que vous le savez que pendant cette pandémie, on a parlé des maisons de repos, les taux d'occupation de lits ont chuté, mais vraiment fortement. Donc nous demandons également aux autorités régionales qu'elles puissent pallier aux déficits qui se sont creusés au niveau de la gestion des maisons de repos. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de la situation spécifique des jeunes. On sait que un des effets de cette crise, ça a été aussi la diminution du nombre de jobs étudiants. Or, beaucoup d'étudiants en région bruxelloise cumulent leurs études avec une activité qui leur permet d'être un petit peu rémunérés. Il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant dans les services du CPS de la ville de Bruxelles? Alors, la précarité des jeunes préexistait à la pandémie. La pandémie l'a révélée, elle a accentué cette pauvreté. On peut vraiment parler de précarité étudiante. Et par rapport à cela, il faut savoir que ça a explosé dans les demandes d'aide que nous avons pour bénéficier d'un revenu d'intégration. Les jeunes de 18 à 25 ans représentent 39%. Donc c'est plus d'un bénéficiaire sur 3. Voilà. Ouais. Qui est étudiant et qui est dans la tranche d'âge des 18-25. Donc là, il y a une prise en charge. Il y a une aide spécifique qui avait été annoncée par Karine Lallieu, je pense, ministre fédérale. Oui, bien entendu. Elle a débloqué des aides, ce qu'on a appelé le Zoom Jeune. Et effectivement, ces aides nous ont permis maintenant de prendre toute une série de mesures, notamment à la ville de Bruxelles. Là, je parle pour le CPS de la ville de Bruxelles. Toute une série de mesures d'accompagnement, d'aide au paiement des loyers, d'aide alimentaire, de guidance, même des primes pour les étudiants qui vivent du secondaire et du primaire, des primes qui sont données aux familles pour tout ce qui est achat des fournitures scolaires. Est-ce qu'il y a encore des gens aujourd'hui, Khalid Zian, qui se disent non, moi je ne vais pas au CPS, ça porte atteinte à ma dignité? Oui. Et c'est précisément, on a une action spécifique vers ce public-là. C'est le public qui passe sous le radar. Donc c'est vraiment avoir une action vis-à-vis d'eux pour les faire, leur dire qu'ils peuvent venir à leurs droits. C'est un droit. Les aides qui sont données par le CPS, c'est un droit. Certains jeunes ne sont pas informés. D'autres jeunes, effectivement, ont encore en tête. C'est vrai que c'est stigmatisant socialement
que d'aller faire une démarche vis-à-vis du CPS. Nous sommes un service public de solidarité, de proximité, et la solidarité est organisée dans ce pays grâce à la sécurité sociale. Aller au CPS, c'est un droit. Et donc, nous allons faire toute une campagne de communication, toute une campagne pour aller chercher ces jeunes. C'est, par exemple, comme vous voyez, des jeunes qui participent aux campagnes de financement des ONG, parfois on en trouve rue Neuve, Place de la Monnaie. Donc des actions précisément dans la rue. Dans la rue pour aller les chercher. Enfin, il faut vraiment aller chercher ces jeunes-là, ces jeunes qui passent sous le radar, en leur disant, voilà, on peut vous aider, le CPS peut apporter des solutions. Il faut que vous activiez vos droits. Merci beaucoup, Khalid Zian. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président du CPAS, donc le Centre public d'action sociale de la ville de Bruxelles. Merci à vous. On tourne une petite page de pub, et puis il sera 12h30, ce sera le journal avec Muriel Berck. BX1 +. BX1 +. La compagnie des nouveaux disparus et l'Espace Mag présente Mon fils ce démon, du 9 au 18 septembre à 20h15. Écrit et mis en scène par Jamal Yousfi et interprété par Sibel Dinser, Ben Amidou et Sabrine El Koulali. Infos et réservations, espacemag.be. Bienvenue chez PSA Retail Drogenboss. Laissez-vous tenter par la découverte de 4 marques automobiles sous un même toit et dans un grand espace convivial. Peugeot, Citroën, DS, Opel. Plus de 5000 véhicules vendus à l'année, dont 1200 véhicules d'occasion et de direction. Découvrez notre espace Spoticar, le nouveau label des véhicules d'occasion des réseaux Peugeot, Citroën et Opel. Plus de 800 véhicules d'occasion et de direction disponibles immédiatement. Notre concession est également spécialisée dans la vente de véhicules utilitaires et dispose d'un service après-vente réputé de qualité. Venez essayer notre large gamme de véhicules hybrides et 100% électriques. Profitez de conditions exceptionnelles sur toutes nos gammes durant tout le mois de septembre. Nous reprenons également votre véhicule au meilleur prix. Elle est autoritaire, elle veut que j'enlève mon slip. Avec ses courants d'air, je vais attraper la grippe. Elle dit que si j'ai la grippe, faut que je me mette au lit et que je lui donne mon slip. C'est l'objet du conflit, c'est tout ce qu'il me reste. Après je n'ai plus rien, de tout on vous déleste. C'est mon slip et j'y tiens. 12h30, le journal. Journal qui vous est présenté par Muriel Berck. Le Covid va devenir une réalité en région bruxelloise à partir du mois d'octobre. On vous donne en détail les secteurs concernés. Encourager les Bruxellois à se déplacer à pied, c'est l'un des thèmes de la semaine de la mobilité. Mais pour cela, il reste des points noirs à améliorer, comme à la rue de la Loi. Le bâtiment Mebom est définitivement sauvé de la destruction. La KU Leuven déplace son futur campus vers le bâtiment Pacheco. L'extension de l'utilisation du Covid Safety Kit vient donc d'être approuvée à l'instant en première lecture par le gouvernement bruxellois. Les secteurs retenus, on les connaît désormais, Vanessa L'Huillier. Oui, donc à partir de 16 ans, vous devrez montrer votre Covid Safety Kit à l'entrée des boîtes de nuit, des restaurants et des cafés, sauf si vous restez en terrasse. Les centres de sport, les foires commerciales et les salons, le secteur culturel et festif sont aussi repris s'il y a plus de 50 personnes à l'intérieur et 200 à l'extérieur. Enfin, les maisons de repos ou les centres revalidation sont repris également dans la liste. Alors cela rentre donc en vigueur début octobre, mais les sanctions, elles, n'arriveront que mi-octobre. Une période de tolérance est donc prévue. Merci Vanessa L'Huillier pour ces détails. On commence à vacciner dans les écoles néerlandophones de Bruxelles. L'Athénée Royal de Koekelberg est la toute première école concernée. Nous y rejoignons en direct Bernard Denuy. Bernard Denuy qui n'a pas l'air de nous entendre. J'attends que la régie me dise si Bernard Denuy est là ou s'il n'est pas là.
Il ne nous entend pas, donc on poursuit ce journal. La situation... Oui, Muriel, une cinquantaine d'adolescents ici, âgés de 12 à 17 ans, qui ont choisi de se faire vacciner au sein de leur propre école. Alors, ils défilent derrière moi depuis ce matin pour se faire vacciner dans leur gymnase de l'Athénée royal de Koekelberg. Une vaccination qui est une première dans une école néerlandophone. Alors, j'ai à mes côtés le directeur de l'Athénée, monsieur Peter Bugenhout. Bonjour. Comment vous êtes-vous organisé pour organiser cette vaccination ? Donc on est avec le VGC, gouvernement néerlandophone à Bruxelles. Ils ont nous contacté. Il y a un docteur ici, il y a 3 infirmières et il y a totalement maintenant, il y a 60 élèves parce qu'il y en a 10 qui n'étaient pas sur la liste mais qui ont choisi pour être vaccinés aussi maintenant, une dizaine en plus que la liste. Est-ce que vous attendiez à ce que les élèves choisissent de se faire vacciner J'espère toujours que 100 c'est mieux que 60, mais bon, on est content avec 60. C'est 7-8% de notre population à l'école. Et je pense que ça, c'est le plus important, que c'est encore 60 élèves qui sont vaccinés une première fois. Merci beaucoup. Voilà, les élèves recevront donc du Pfizer et ont déjà rendez-vous dans 3 semaines pour leur 2e dose. Pour rappel, environ 20% des adolescents de 12 à 17 ans ont reçu leurs 2 doses en région bruxelloise. Merci Bernard Denuy pour cette intervention en direct. Et j'ajouterai que pour les écoles francophones de Bruxelles, il n'y a pas encore de date prévue pour démarrer réellement la vaccination. La situation épidémiologique semble s'améliorer en Belgique. C'est le cas aussi à Bruxelles. Le nombre de nouveaux cas est en baisse de 4% quand on compare à la semaine précédente. La moyenne des hospitalisations est en baisse de 13%. 63 patients sont traités en soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois, soit une diminution de 15%. La médecine du travail pourra connaître le taux de vaccination dans les entreprises de plus de 50 travailleurs. Un outil est en cours de développement. Il devrait être prêt pour la fin du mois. Les données seront anonymisées. L'employeur ne pourra donc jamais savoir sur la base de celle-ci qui est vacciné ou pas dans son entreprise. C'est ce qu'a expliqué Koen Snejders, administrateur délégué de l'ONSS au journal Le Soir. Le piéton au centre de toutes les attentions pour la semaine de la mobilité qui démarre aujourd'hui. La région bruxelloise veut encourager ses habitants à se déplacer davantage en marchant pour les petits trajets. Mais en termes d'aménagement, Bruxelles peut mieux faire. On a beaucoup fait ces dernières années pour les cyclistes, beaucoup moins pour les piétons. Écoutez ces commentaires recueillis par Yacine Mossati et Frédéric Dehainaut à la rue de la Loi. Sécurité, je pense que ça a amélioré. Pour les vélos surtout. Moi, c'est mieux s'il y avait moins de place pour les voitures et plus de place pour les piétons. Si on peut avoir plus pour les vélos, c'est toujours mieux. Et aussi pour les piétons, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de piétons sur l'artère. Je pense qu'il faudrait un peu mieux indiquer d'utiliser plutôt la voie d'en face, parce qu'on peut la faire dans les 2 sens. Mais il y a encore des gens qui préfèrent monter là, et là, c'est encore un peu juste. Moi, je la prends parfois pour courir. Et c'est super dangereux, parce que quand il y a les vélos qui passent, en fait, et qu'on est à 2 piétons, il faut dépasser le piéton à côté et donc on est obligé de se mettre sur la piste cyclable. Et à ce moment-là, c'est super dangereux. Enfin, le vélo, il te chope en 2 minutes, quoi. Et on parle encore mobilité avec cette initiative originale qui démarre à Woluwe-Saint-Pierre pour encourager les plus jeunes à se rendre à l'école à vélo. Un partenariat s'est noué avec les petits commerçants de la commune. Pour chaque trajet effectué, les élèves reçoivent des bucks, une monnaie virtuelle locale qu'ils peuvent utiliser dans les commerces. Arnaud Bruckner. Des élèves quittant l'école à vélo, jusque-là rien de bien surprenant, mais accrochés à leur roue, une puce pour les récompenser d'avoir choisi la mobilité douce. Quand on arrive, on scanne et quand on revient, quand on repart, on scanne aussi. Et pour y parvenir, ce dispositif vient d'être installé devant le local à vélo. C'est ce boîtier-là, ce scanner, qui va reconnaître directement la puce et donc il va rajouter un buck au compte de l'élève. Le buck, soit une monnaie numérique. Ce mercredi, tous les cyclistes de 6e primaire ont pu installer ce capteur. Dans cet établissement, 15 à 35% des élèves viennent à vélo, ce qui correspond à la moyenne bruxelloise. Dans les écoles primaires, ça fait vraiment sens, puisqu'on est dans des écoles de proximité. C'est là où le local a vraiment tout son intérêt, c'est qu'on a une possibilité énorme de shifter la mobilité. Théo a installé sa puce ce matin. Et après sa matinée de cours, direction la boulangerie du quartier, parmi la dizaine de commerces qui proposent de payer en buck. S'il vous plaît.
avec la carte Buck. D'accord. Vas-y. L'enfant vient simplement avec sa carte et nous on scanne sa carte et c'est en ordre. Et les enfants semblent eux aussi satisfaits. C'est un projet où on peut tous les jours rouler à vélo. On gagne des scènes sur la carte. Et du coup, après, on peut aller acheter des trucs, c'est bien. Le projet est entièrement financé par la commune et débute en cette semaine de la mobilité. Voilà, il est 12h38. On va parler patrimoine à présent avec le sauvetage d'un bâtiment. On va à l'angle de la rue des Sables et de la rue des Marais. C'est dans le quartier botanique. Oui, le bâtiment Mébaum était menacé de destruction pour être remplacé par le futur campus de la KU Leuven. Cet immeuble date du 19e siècle. On le doit à l'architecte du musée des instruments de musique. Il était ardemment défendu par des amoureux du patrimoine. Une autre solution a donc été trouvée. Arnaud Bruckner et Nicolas Kenhardt. Près de 10 000 mètres carrés à réaménager. D'abord promis à la destruction pour y construire un nouveau campus universitaire, ce bâtiment de la rue des Sables ne disparaîtra finalement pas. De quoi soulager la ville de Bruxelles qui se battait pour sa sauvegarde, et notamment Hans Persons, échevine de l'urbanisme. Ici, ça va être du logement. Donc du résidentiel, voilà, c'est encore à développer, à préciser, mais c'est Belfius Insurance qui va le développer. Les autres activités bruxelloises de la KU Leuven seront-elles localisées dans ce bâtiment, au-dessus du passage 44 ? Certains espaces seront reconstruits, d'autres simplement réaménagés, comme cet auditoire. Luc Sels, recteur de la KU Leuven. On veut vraiment maintenir le nombre de places. Donc maintenant, dans cet auditoire, il y a de place pour 700 visiteurs. Donc on a vraiment besoin de cet espace. Bientôt accessible aussi, ce jardin qui s'ouvrira au public. La place désormais aux architectes. Au niveau régional, on mise sur la conservation d'un maximum d'éléments. Pascal Smet, secrétaire d'État à l'urbanisme. Autour de 7000 mètres carrés peut être ajouté d'une façon intelligente, puisqu'évidemment, on veut absolument sauvegarder la vue du bâtiment existant de Pacheco ici, qui est exceptionnel pour Bruxelles. Et ça, c'est le grand défi pour les architectes maintenant, de voir comment ils peuvent intégrer tout ça, le programme. Les différents permis seront déposés prochainement et les premiers étudiants devraient arriver d'ici 2025 ou 2026. En football, les Diables Rouges conservent leur première place au classement FIFA après leur triple victoire lors des 3 récents matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Cela fait 3 ans que la Belgique se trouve au sommet de la hiérarchie